Bonjour citoyens, bonjour citoyennes. Il y a quelques mois, le youtubeur Valek a sorti un e-pub dans lequel il prétend désintégrer l'idéologie antiraciste. Malheureusement pour moi, je suis tombé sur des extraits qui traitent d'histoire. Et comme ce fut le cas avec Zemmour, je me suis senti obligé de rétablir la vérité sur un des nombreux mensonges qu'il véhicule. D'abord parce que cela me permet de montrer qu'en dépit d'une bibliographie bâclée, il n'a pas pris le temps de s'informer, mais surtout parce que cela me donne l'occasion de parler d'une histoire méconnue des Européens, j'ai nommé le commerce de l'océan Indien et la côte Swahili. Ce que l'on nomme côte Swahili est une zone culturelle dont l'influence est étendue de Mogadiscio jusqu'au Mozambique. Cette culture a donné son nom au Kiswahili, une langue partagée par de nombreux pays d'Afrique centrale, et qui compte aujourd'hui entre 90 et 110 millions de locuteurs selon l'INALCO. La culture swahili s'est répandue sur la côte est-africaine en s'ancrant sur des caractéristiques très précises. C'est une culture urbaine, tournée vers la mer et empreinte de l'islam. Dans son exposé, digne d'un troisième parmi les plus studieux, Valek prétend que, je cite, « ce sont les Européens qui ont initié les Africains au commerce international ». Cette phrase est juste totalement fausse. Et je ne parle pas de ses erreurs de français bien entendu, mais de son sens. Cela s'inscrit entre autres dans une vision partagée par l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui, dans son discours de Dakar, disait « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. En quelque sorte, l'Afrique n'aurait pas d'histoire propre, elle serait passive face aux acteurs extérieurs. Les traces les plus anciennes d'échanges transocéaniques remontent au 2e millénaire avant notre ère. En effet, l'arrivée en Inde à cette époque de plantes originaires du continent africain comme le sorgho, le voème ou le dorlic montre qu'échange il y a eu. Malheureusement, les spécialistes recherchent encore comment ils ont eu lieu. Si l'on avance un peu dans le temps, aux alentours du 1er millénaire avant notre ère, les scientifiques se sont aperçus, grâce aux microfossiles de cellules végétales, que le plantain, un style de bananier, s'est diffusé depuis l'archipel indonésien jusque sur la côte est-africaine, puis jusqu'à la côte atlantique de l'Afrique. Idem pour le grand igname ou le taro. Mais ces échanges ne sont pas limités à la botanique. Dans une sépulture néolithique du cratère de Ngorongoro en Tanzanie, les archéologues ont retrouvé des perles en cornaline. Si les échanges entre les rivages de l'océan Indien remontent au moins au 2e millénaire, ils se poursuivent par la suite. Le périple de la mer d'Érythrée, un texte grec d'un auteur inconnu datant du milieu du 1er siècle avant notre ère, explicite les réseaux commerciaux de son temps. Il mentionne l'existence de marchands au niveau de l'actuel Cap Hafoun, mais évoque aussi des cités marchandes plus au sud que l'on identifie aujourd'hui dans l'archipel de Lamu ou Zanzibar. Toujours selon lui, ces communautés échangeraient aux marchands arabes de la corde de rhinocéros, des carapaces de tortues et des esclaves contre des bijoux et des céramiques. Pour le moment, les fouilles menées sur certains sites, allant du 2e au 5e siècle après notre ère, ont exhumé des céramiques de l'Inde et du Golfe Persique. On a même retrouvé du grès cérame chinois, preuve que les réseaux commerciaux dans l'océan Indien trouvaient leur embouchure jusqu'en Chine. Ces échanges sont facilités par les vents de mousson, qui rendent la navigation dans l'océan Indien bien plus facile que dans l'océan Atlantique. Entre novembre et mars, la mousson souffle vers le sud-ouest. Après une période d'accalmie entre mars et avril, pendant laquelle les marchands hivernent sur place, la mousson s'inverse, permettant aux bateaux de repartir vers le nord-est entre avril et septembre. Cette configuration a permis l'essor de ports et du commerce sur la côte est-africaine. Si je parle de la côte est-africaine, c'est qu'à cette époque, il n'est pas encore question de culture swahili. Ce n'est qu'à partir du 8e siècle que les Swahilis se distinguent progressivement de leurs voisins de l'arrière-pays. En effet, l'océan Indien assiste à une intensification des échanges qui entraîne une spécialisation des habitants de la côte. Par conséquent, ces derniers s'urbanisent de plus en plus et commencent à s'islamiser. Cela s'observe particulièrement dans l'archéologie, avec une multiplication des découvertes de perles en cornaline et de céramiques sassanides. Mark Horton, lors de ses fouilles à Shanga, a exhumé les traces d'anciennes mosquées, dont la plus vieille, en bois, est datée d'environ 780 après notre ère. L'islam apparaît donc comme un catalyseur de flux commerciaux.
Sa zone d'influence s'étend dans tout l'océan Indien, facilitant par la même occasion les échanges. En effet, ce dernier est vecteur de mondialisation. Son adoption permet l'intégration à un vaste réseau de marchands qui partagent des pratiques culturelles identiques. L'islam, par sa dimension universelle, offre des repères communs à tous les membres de l'Oumma. L'adoption de l'écriture arabe ou du calendrier hégérien offre des codes communs, idem pour la charia, qui facilite le règlement des litiges. L'adoption du monothéisme apporte des valeurs universelles qui transcendent les particularismes locaux. Ainsi, l'islam est largement adopté par les sociétés swahili qui se l'approprient et l'associent même à des pratiques religieuses locales. On a pu observer des dépôts funéraires dans des tombes tournées vers la Mecque, les dépôts funéraires n'étant pas une pratique musulmane. Un missionnaire portugais du XVIe siècle fit aussi référence à une tombe d'un vénérable marin sur laquelle venaient se recueillir des gens de mer pour avoir sa protection, un stigmate du culte des ancêtres. L'essor des échanges commerciaux, duquel profitent les Swahili, les mène à adopter de nouvelles modes. Cela se ressent sur les tenues vestimentaires, mais aussi sur les régimes alimentaires, ou encore dans l'agriculture, comme le montrent ces piliers incrustés de céramique chinoise. Pour autant, si ces produits chinois se retrouvent en Afrique, cela ne veut pas dire que les marchands africains ou chinois vont si loin. À cette époque, les marchandises voyagent bien plus que les marchands. Enfin, l'adoption de l'islam a aussi pour objectif de renforcer la position des Swahili. En plus d'offrir un surcroît de légitimité aux élites locales, elle permet aux Swahili de se poser comme intermédiaires entre les Kafres, les infidèles de l'arrière-pays, et les marchands du monde musulman. À bien des égards, la côte Swahili est une interface qui joue le rôle de courtier entre les réseaux marchands musulmans et les royaumes du continent africain. En tant qu'entremetteurs, les Swahili prospèrent grâce à l'exploitation de la méconnaissance mutuelle des acteurs qui les entourent. C'est pour cela qu'ils ont tout intérêt à faire passer les populations de leur arrière-pays comme des sauvages aux yeux des marchands de l'océan Indien. La cité de Kilwa, par exemple, bâtit sa fortune en transportant l'or issu du royaume de Zimbabwe par le port de Sofala. Le royaume du Grand Zimbabwe est un royaume indépendant qui possède de nombreux gisements aurifères et dans lequel on a retrouvé de la vaisselle chinoise et des perles indiennes, preuve de la circulation des biens. L'or issu de ces plaines, réapproprié par Kilwa, se retrouve ensuite exporté aussi bien en Europe qu'en Asie. L'apogée de Kilwa se situe entre le XIIe et le XVe siècle, et le sultan Hassan ibn Sulayman incarne l'âge d'or de Kilwa. Le voyageur musulman Ibn Battuta mentionne dans son récit Rihla que des savants de tout le monde musulman se pressaient à sa cour. Il fait d'ailleurs construire un immense palais en ruine aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas réduire les Swahili à des intermédiaires. Ils sont aussi à l'origine de certains produits qu'ils exportent. À Pathé, par exemple, dans l'archipel de Lamu, les tisserands reprenaient les étoffes indiennes pour y coudre des symboles locaux. À partir des ports Swahili, on exportait donc des céramiques Tana, retrouvées à Oman, du copal, une résine odorante, du bois de palétuvier, qui parsème le littoral et qui est utilisé pour la construction de bateaux ou d'habitations comme à Siraf, des écailles de tortue, ou encore de l'ambroquerie, une déjection de cachalot très prisée par les parfums ou dans la pharmacopée en Asie. Un autre produit central du marché swahili est l'ivoire. Dès le Xe siècle, Al-Mazoudi rapporte que l'ivoire vendu sur la côte est-africaine est d'excellente qualité. On le retrouve d'ailleurs jusqu'en Chine sous la forme de cannes ou de pièces de jeu. La région est également fréquentée pour ses esclaves. En fin de compte, les Swahili ne sont pas si éloignés de leurs voisins que ce qu'ils laissent entendre. Ils jouent sur ce qu'ils appellent Aongwana, que l'on pourrait traduire par civilité ou civilisation, mais sont très proches des communautés continentales agricoles desquelles ils ont besoin. Jusqu'au XVe siècle, le commerce de la côte Swahili est donc dominé par 4 principales cités-États: Mogadiscio, Malindi, Mombasa et Kilwa. Mais en 1498, la flotte de Vasco de Gama dépasse le cap de Bonne-Espérance et laisse entrer sa proue dans la zone d'influence Swahili. C'est donc dans ce monde pleinement intégré au commerce international de l'océan Indien que les Portugais arrivent. Ces derniers sont portés par un esprit chevaleresque et religieux. Leur objectif est aussi de trouver en Afrique le royaume du prêtre Jean, un mythique royaume chrétien avec lequel le Portugal souhaite s'allier pour reprendre les villes saintes. Lorsque la flotte de Vasco de Gama mouille à Mozambique, en mars 1498, les Portugais sont heureux de découvrir un univers qui leur est plutôt familier. En effet, ils reconnaissent les signes de l'urbanité et les influences de la culture musulmane. Mieux, ils entendent parler l'arabe qui est la langue du commerce.
Pour les Portugais, entendre de l'arabe est signe qu'ils se rapprochent des réseaux de commerce. Vasco de Gama nomme même le delta du Zambèze le Rio de Bons Sinais, le fleuve des bons présages. Il faut donc relativiser ce fameux choc des cultures ou des civilisations fréquemment évoqué. Car dans les sources portugaises, on sent bien que les villes côtières swahili rassurent les marins qui sont alors dans un monde beaucoup plus familier qu'auparavant. Cependant, les premiers contacts dégénèrent vite et les Portugais deviennent agressifs. Ils trouvent refuge dans la ville de Malindi qui deviendra leur principal allié dans la région. C'est dans cette ville qu'ils trouvent le pilote Gujarati qui les mena jusqu'en Inde. Les Portugais font tâche dans ce grand commerce. Ils n'ont rien à offrir qui soit du niveau de ceux qui s'échangent alors. Soieries, porcelaine, épices. Ils vont donc s'appuyer sur les métaux précieux africains. Ainsi, une forteresse est fondée à Sofala en 1505, puis une seconde sur l'île de Mozambique en 1507. Mais cette domination ne se fait pas sans heurts. Afin de s'imposer dans les territoires d'outre-mer, les Portugais ont toujours joué des rivalités locales. À Quiloa, par exemple, ils s'appuient sur un certain Mohamed Anconi, un des plus riches marchands, pour jouer sur les rivalités entre les factions dans une cité déjà en proie à d'importants troubles politiques avant leur arrivée. Leur plus précieux allié dans la région reste Malindi, qui se sert des Portugais pour se protéger et vaincre sa rivale, la cité de Mombasa. En reconnaissant la suzeraineté de la lointaine couronne portugaise, Malindi jouit donc de la protection militaire des Portugais. Pour alimenter le commerce en Inde, les Portugais cherchent donc à garantir leur monopole des échanges. Mais ce dernier est totalement remis en cause. Les opérations de piraterie et de contrebande sont nombreuses, et les flux en direction d'Aden varient peu. L'arrivée des Portugais a simplement réorganisé les forces politiques et commerciales de la côte swahili. L'archipel de Lamu en profite particulièrement, en attirant désormais les bateaux arabes. De plus, les Portugais peinent à maintenir leur autorité sur la côte de l'actuel Mozambique, sans l'aide des intermédiaires swahili. Les Portugais se sont donc appuyés sur des réseaux commerciaux déjà présents, plus qu'ils n'ont imposé leur vue. Quand ils arrivent dans l'océan Indien, ils passent dans un premier temps inaperçus. Il y a de la place pour eux dans ce vaste commerce prospère. Et surtout, les chrétiens ne sont pas totalement étrangers. Des marchands arméniens ou même italiens parcourent en fait déjà en petit nombre cet espace. Mais les Portugais, appelés francs dans les sources, vont parvenir à se construire une réputation de peuple vicieux, perfide, violent et sournois. De telles conceptions sont répandues dans tout le pourtour de l'océan Indien. On peut rajouter qu'on les trouvait sales, ne se lavant pas, urinant debout comme des chiens. On leur reconnaît pourtant leur bravoure sur la mer, mais note qu'elle se tarit une fois le pied posé à terre. Pour bien des raisons, la présence des Portugais est lacunaire dans les premiers siècles. Au XVIe siècle, ils ne sont présents que par dizaines sur les différentes localités. Les marchands portugais s'accommodent alors très bien des villes cosmopolites swahili, où ils côtoient des marchands venus de tous les rivages de l'océan Indien, et selon Duarte Barbosa, ils vont même jusqu'à accueillir, nourrir et loger chez eux des Gujarati. De 1510 à 1570, l'empire portugais, nommé Estado da Índia, n'est que partiellement présent sur la côte pour récupérer ses tribus et pour apporter son soutien naval à Malindi et ses autres alliés. Pourtant, vers la fin de cette époque, la présence portugaise se fait de plus en plus pesante. En effet, les capitaines des forteresses et autres représentants de la couronne commettent de nombreuses exactions à l'encontre des populations locales, comme des spoliations de biens. Nous le savons car des témoins comme Diogo de Couto ont largement dénoncé les comportements de leurs compatriotes. Ces humiliations poussent certaines cités à saisir l'occasion de demander de l'aide aux Ottomans, nouveaux maîtres de la mer Rouge et rivaux des Portugais. Après 2 incursions ottomanes en 1585 et 1589, les Ottomans sont finalement repoussés, entre autres grâce à l'aide des populations Zimba. Dans cette révolte contre la domination portugaise, on trouve Mombasa, qui voit sa ville ravagée, puis devenir le nouveau siège d'une forteresse portugaise, mais aussi l'archipel de Lamu, qui s'en sort beaucoup mieux. Ce dernier va d'ailleurs largement profiter de la chute de Mombasa, qui va laisser beaucoup plus de place dans le commerce à de nouvelles cités. Lamu profite aussi de la cupidité des marchands indo-portugais, toujours prêts à éviter les continuelles exactions des capitaines de Mombasa. Les spécialistes comme Thomas Vernet estiment que la forteresse de Mombasa accueille en 1620 entre 130 et 150 adultes, l'occupation la plus intense de son histoire. Lamu est donc en quelque sorte pour les marchands un lieu d'évasion fiscale où les marchandises ne sont pas la cible des rackets comme à Mombasa.
Finalement, les Portugais sont chassés du nord de la côte en 1698 par les populations swahili aidées du sultan omanais. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout au long de leur domination, les Portugais ont largement utilisé les structures déjà établies. Par exemple, ils coopéraient en grande partie avec des armateurs indiens pour financer leurs expéditions commerciales. D'ailleurs, les équipages des navires portugais sont bien souvent composés d'Indiens ou de musulmans swahili. Cela s'observe dans les peintures japonaises représentant l'arrivée des Portugais sur leur côte, où on remarque des Noirs parmi les marins. Contrairement aux idées reçues, les Swahili ne sont pas restés passifs. Les pilotes africains, les Walimu, se servaient déjà d'instruments de navigation avant l'arrivée des Portugais et se sont appropriés les instruments occidentaux très vite. De Ibn Battuta à João de Santos, nombreux sont les témoins qui ont décrit les pilotes Swahili comme particulièrement habiles et expérimentés. Thomas Rowe, un diplomate anglais en Asie, mentionne dans un de ses écrits Mwalimu Ibrahim, un pilote de bateau négrier malgache né à Mogadiscio, qui aurait corrigé certaines des cartes utilisées par les Anglais. Pour autant, la plupart des expéditions montées par les Swahili avaient pour destination le Yémen ou la Dramaout. Enfin, leurs bateaux, les Mtp, étaient si parfaitement adaptés à leur environnement qu'il n'était pas rare que les Portugais les utilisent. Bon, vous l'avez sûrement compris, mais non, l'Afrique n'a pas été introduite au commerce international par l'Europe. Non, elle n'est pas dépourvue d'histoire, et oui, elle est totalement intégrée à l'histoire du monde. J'ai décidé de me focaliser sur une région particulière, mais j'aurais pu évoquer d'autres zones, notamment le Mali, qui je le rappelle a été le royaume de Mansa Moussa, un roi que certains de nos contemporains surnomment l'homme le plus riche de l'histoire, et qui a marqué incontestablement tous ses contemporains par sa richesse, en témoigne sa représentation dans l'Atlas catalan. Mais ces sociétés ne se limitaient pas à l'exportation de matières premières, comme le démontrent les étoffes de pâté dont nous avons parlé, mais aussi les perles médiévales en verre de la forêt nigériane, mises à nu par l'équipe de Abidemi Babatunde Babalola. Bref, j'ai surtout eu envie d'initier à l'histoire de l'Afrique pour lutter contre cette vision d'une Afrique berceau de l'humanité, restée puérile et sans initiative. Mais je vais laisser François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France, conclure. Cette déperdition de cette histoire serait-elle due à nous depuis les Portugais jusqu'à la colonisation? J'ai envie de répondre oui, c'est-à-dire que ce cliché qui nous encombre, qui est celui de l'Afrique sans histoire, ou de l'Afrique sans écriture, ou de l'Afrique sans documentation, ou de l'Afrique sans, vous voyez, l'Afrique sans, l'Afrique privée de quelque chose, qui est un cliché dont il faut faire l'histoire. Bon. Et l'histoire de ce cliché, elle s'enracine, je crois, en effet, dans plusieurs siècles de traite esclavagiste et dans plusieurs siècles de regards dépréciatifs sur les sociétés africaines, parce que pour transformer l'homme ou la femme africain en esclave, il fallait accompagner ça d'une idéologie de marchandisation, d'une idéologie de déni de la singularité et de l'épaisseur sociale, de l'originalité sociale, de l'inscription de l'individu dans des appartenances qui sont familiales, qui sont sociales, qui sont linguistiques, etc. Et ce déni-là, alors même que la traite des esclaves a disparu, continue d'être actif dans nos esprits et dans nos mémoires.